Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mobile Culture, une émission proposée par la Mobile Marketing Association France en partenariat avec Minted. C'est le premier rendez-vous d'une série de 4 épisodes que l'on va consacrer à des thématiques qui sont chères à la MMAF, la publicité, l'e-commerce, le messaging et l'expérience mobile. Pour cette émission que l'on va consacrer au Drive to Store, j'ai le plaisir de recevoir 3 personnalités du groupe de travail que la MMAF a consacré au sujet du Drive to Store. Martin Clamart d'Azerion. Bonjour Martin. Bonjour. Fabien Dutrieux de Bognal. Bonjour. Et Jérôme Jean de Dentsu. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors le Drive to Store, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi? C'est cette pratique qui consiste à afficher des pubs ou des messages pour enjoindre l'internaute à se rendre dans un point de vente. C'est une pratique qui a été fortement impactée par la pandémie. C'est une pratique qui est aussi en pleine croissance, comme on va le voir. Et d'ailleurs, Martin, j'ai une première question pour vous. Vous aviez mené un grand sondage auprès d'agences médias et d'annonceurs en fin d'année dernière pour savoir comment justement ils allaient se positionner sur le Drive to Store en 2022. Et cette enquête, elle ressortait que plus des 2/3 de ces annonceurs et agences avaient prévu d'augmenter leur budget pub digital Drive to Store en 2022. Là, on est à mi-passage, du coup, 6 mois se sont déjà écoulés. Est-ce que justement, on colle à ces prévisions-là? Eh bien, oui. Tout simplement. La prophétie a été bonne. Et en fait, ce baromètre qui était le premier du genre, qui va se renouveler d'ailleurs cette année, qu'on va lancer en septembre avec le groupe de travail dont Fabien est le lead, permet de prendre un peu le pouls, un peu en avance, parce que quand même les directeurs marketing, ils savent un peu ce qu'ils vont faire dans leur stratégie. Et là, on voit effectivement les effets, parce que après, effectivement, il y a des contextes externes qui peuvent aller, des guerres, des inflations, des choses comme ça. Malgré tout, l'effet post-Covid est là. Il y a besoin, les gens aussi ont envie de retourner en magasin. Les chaînes de franchise ou des grandes chaînes ont besoin aussi de retrouver leurs clients en magasin et du coup déclenchent beaucoup plus ces stratégies, enfin les mettre vraiment au cœur de leur stratégie. Et on est dans une hausse de quelle proportion, grosso modo Sur le marché, c'est difficile de voir. Peut-être que Jérôme pourra nous dire des chiffres niveau agence, parce que moi je suis côté, parce que donc en plus de la Mobile Marketing Association, je dirige une régie, Azerion en France, qui a aussi une partie Drive to Store. Moi, de mon point de vue, je vois déjà plus de 50% de chiffre d'affaires versus l'année dernière sur la même période de temps. Et plus de panier moyen et plus de clients. Donc il y a vraiment sur cette thématique et sur les gens qui se positionnent là-dessus, un vrai essor clair et net. On est dans les mêmes ordres de grandeur, Jérôme? On est dans les mêmes ordres de grandeur. Nos clients nous sollicitent beaucoup. On sent que c'est une problématique qui est vraiment importante sur cette année, de comment générer du trafic en point de vente. Et des clients retailers, aujourd'hui, nous sollicitent sur le sujet. Alors Martin l'a rappelé, le contexte n'est pas évident, notamment pour pas mal d'annonceurs grande conso. Qu'est-ce qui fait justement que malgré ces externalités négatives, les annonceurs mettent de l'argent toujours plus dans le Drive to Store? Mais il ne faut pas oublier quand même l'année dernière, la partie Covid, les franchisés, ce sont aussi des investisseurs ou des indépendants qui ont des magasins. Ils ont pas mal souffert. Comme l'a rappelé Martin, le contexte est pas évident, voire ça fait un petit peu peur. Là, ce qu'on voit sur les données Procos, par exemple, depuis le début de l'année, de janvier à mai, on est à pratiquement moins 9%. Donc aujourd'hui, on n'a pas rattrapé 2019. Moins 9% d'activité versus 2019, en 2021. Exactement. Et le problème, c'est que le web, ok, il y a une accélération du web, mais ça n'a pas compensé. Donc, il manque du business aujourd'hui au niveau des points de vente. Je passe aussi les problèmes d'approvisionnement aussi, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont suffisamment de matériel à vendre. Donc il y a une vraie logique aujourd'hui même de pérennité des points de vente. Faut savoir que je pense qu'une marque met des années, il y a des gens, c'est leur métier en termes d'animation réseau, de construire un maillage du territoire. C'est vraiment une force aujourd'hui. Quand on parle d'expérientiel, on s'appuie sur un réseau de magasins, et bien ça, il faut le conserver. Et donc pour ça, tous les gens qui travaillent et qui ouvrent le magasin tous les jours, eh bien il faut qu'ils puissent vivre. Ouais. C'est un enjeu même long terme pour ces réseaux-là de garder la pérennité de leur maillage. Ça dépasse simplement une opération commerciale en juin. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Je pense que le Drive to Store est en train de s'installer d'une façon pérenne dans les stratégies fil rouge des retailers. Donc c'est moins du temps fort commercial et plus finalement, comme vous dites, du fil rouge avec un budget dédié chaque mois. Comme une stratégie search aujourd'hui qui se met en place. Aussi, je pense que Fabien aussi chez Bognal, c'est ce que vous voyez aussi. Nous, on voyait ça, il y a vraiment cette volonté de apporter du flux. Comme sur le e-commerce, on apporte du trafic, il y a des solutions claires, on prend des bannières, on génère du trafic. Là, aujourd'hui, il y a ces solutions Drive to Store qui sont très développées. On va le voir aussi, mais c'est vrai que ça s'est énormément développé. Il y a beaucoup de solutions. La France est un des marchés les plus matures sur ce terrain-là.
parce que je ne sais même pas combien il y a de solutions, mais juste dans notre groupe de travail à la Mobile Marketing Association, il y a On est 35 membres, dont une vingtaine d'acteurs. 20 acteurs. Voilà, Et ça continue d'arriver, des nouvelles solutions qui se lancent, ou ça commence c'est à voir quand plutôt même un calme? peu. Là, On est même commence à avoir dans fait le une tour. phase de concentration d'ailleurs. On Il y a a une vu phase des de opérations récemment, Vectory, Mob Success. Et Vectory, effectivement. Moi, je pense qu'on est plutôt à une phase de maturité. Ouais. Là, maintenant, effectivement, il y a une concentration. Il y a des rebrandings aussi. Donc, Ouais. c'est SKTREM qui est devenu Aslokala. SKTREM, qui est un des acteurs historiques en France là-dessus, se renomme Aslokala. Des gens comme nous, Azerion, on se relance alors qu'on était un peu de côté. Enfin, il y a tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi différentes façons d'activer le Drive to Store. Que par exemple, nous, avec une solution qui est très programmatique et géolocalisée, versus une solution comme Bonial qui est sur des coupons et générer du trafic et digitalisation du catalogue. Enfin voilà, il y a aussi toute une multitude de façons d'activer le Drive to Store qui est super intéressante. Voilà, que le groupe de travail aussi va... Qui complexifie au final aussi votre travail, parce qu'on va en parler ensuite, mais cette hétérogénéité, elle se ressent sur les KPI, les manières d'opérer, et c'est pas toujours évident. C'est un des enjeux qu'on est dans une phase de concentration, c'est l'harmonisation. Fabien, une petite question, donc justement, Bonial aussi également acteur du Drive to Store, quand on a un peu préparé cette émission, évidemment, et vous avez aussi identifié d'autres facteurs finalement à cet essor du Drive to Store. Oui, complètement. Et au sein du GT, on observe vraiment une tendance très forte sur une accélération des campagnes Drive to Store des annonceurs. Ce qui est propre au retail, c'est qu'on observe surtout une transition dans le mix média au global. Historiquement, un des médias les plus importants pour faire du Drive to Store pour une enseigne de réseau, c'est l'imprimé sans adresse, c'est Elisa. Et c'est normal puisque c'est terriblement efficace avec une logique opt-out. Donc c'est un flyer qu'on met dans les boîtes postales des gens, quoi. Exactement, donc c'est les catalogues, c'est les prospectus, c'est terriblement efficace pour les enseignes, ça génère entre 7 et 15% du trafic en magasin. Et on observe une transition sur ce levier qui est massif et qui représente jusqu'à présent une part très très importante dans les budgets Drive to Store des annonceurs. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une hausse des coûts du papier qui est assez significative en 2022, estimée à plus 25, plus 30%, ce qui rend déjà le média un peu moins attractif. Mais on a surtout la loi climat qui instaure une expérimentation à partir de septembre et pour 3 ans, qui vise à inverser la logique opt-out de l'imprimé sans adresse avec une logique opt-in, comme sur le digital, avec la position imposée d'un 8 pub et non plus d'un stop pub pour pouvoir continuer à recevoir des prospectus et des catalogues dans sa boîte aux lettres. On sait déjà comment ça marcherait, cette opt-in. C'est quoi c'est les distributeurs qui vont filer des stickers aux gens en sortie de caisse pour qu'ils le mettent sur leur boîte, ou ça va pas être évident, à mon avis. Parce que quand on parlait pour les cookies du grand changement de l'opt-in sur le cookie, c'est déjà compliqué de faire cliquer oui sur accepter, mais alors mettre un sticker sur la boîte à lettres, c'est un gros challenge. Alors c'est pour ça que je crois que le test a lieu sur 15 agglomérations. Exactement. D'accord. Ils l'ont pas fait one-off, oui. parce qu'autrement c'est terrible pour tout le monde, pour le marché. Oui. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se mettre doucement en place. Exactement. C'est une expérimentation de 3 ans sur 15 collectivités territoriales, des plus petites, des plus importantes, comme Bordeaux, comme Grenoble, par exemple, comme Dunkerque, et avec une phase de transition aussi importante pour permettre aux consommateurs d'apposer l'autocollant 8 pubs. Mais en tout cas, ça incite le marché, ça incite les annonceurs à trouver des alternatives, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans un enjeu de contactabilité, ne pas perdre la contactabilité avec les consommateurs. Alors, j'ai pas la statistique, mais il ne faut pas oublier les seniors. Aujourd'hui, il y a une partie des seniors, le mobile, c'est compliqué, ils ont une utilisation qui est très basique. Bon, comment on les atteint? Et là, le papier a encore totalement sa place. Donc, il ne faut pas être ayatolesque sur le sujet et tout basculer sur 100% digital. Je pense qu'il y a des fois, il faut pondérer les choses. Et alors, après, il y a quand même la tendance qui est là. Bien sûr, faut qu'on soit là. On va vers ça, et que quand effectivement les gens qui ont 70 ans aujourd'hui, les gens qui ont 50 ans aujourd'hui, en gros en 70 ans, le digital sera intégré dans leur quotidien aussi. Et après, le vrai mix, c'est aujourd'hui, et c'est ça la tendance aussi, c'est mixer le physique et le digital. Voilà. Le digital, comme ils disent, encore un mot bizarre. mais en tout cas, aujourd'hui, on est tous connectés un peu trop, parfois, à nos écrans. Donc c'est comme ça qu'on va générer du trafic demain, ça c'est sûr.
outre les aspects loi climat qui sont liés aussi à la production de papier. Alors ça pourrait créer un autre débat parce que le numérique aussi engendre des choses, évidemment. Mais c'est sûr que les annonceurs, enfin, à mon sens, hein, moi je suis pas trop sur ce sujet-là personnellement, mais ils doivent prendre le pli du digital sur les catalogues. Ça, c'est ça. Oui, parce que le WePub, enfin, je sais pas, là moi je me mets à ma place en tant que consommateur. Je ne le mettrai pas. Bah, c'est compliqué de se dire, tiens, j'ai envie de mettre un WePub. Oui, c'est clair. Je sais pas, là, si on est franc entre nous, voilà. Oui, parce qu'autant sur Internet, l'opt-in, il est propre à chaque site qu'on visite, autant là, c'est un blanc-seing à n'importe quel type de communication. Donc effectivement, c'est pour Ça va être un vrai laboratoire en fait, Ouais. de ce que pourra être aussi le Drive to Store demain, et ça va durer 3 ans, donc ça va être une expérimentation longue. Si c'est accompagné d'évangélisation, et pourquoi on reçoit de la pub, comme on essaie de le faire sur le digital, dire bah voilà, justement la segmentation, ça va apporter des publicités plus ciblées, donc ils sont censés vous intéresser, etc. Donc s'il y a toute une évangélisation là-dessus, bah, peut-être, mais déjà sur le digital, comme tu as dit, c'est pas forcément facile. On a des taux d'acceptation qui sont quand même pas dingues. Voilà. Sur le physique, on attend de voir. Hein. Fabien me disait des estimations à 20-30% quand même, potentiellement. Oui, aux Pays-Bas, donc, le WePub a déjà été implémenté. Dans certaines villes, on est à peu près à 20% d'apposition du WePub. Des études ont été menées sur des échantillons très larges. On est sur des estimations entre 20-25% hypothèse basse d'apposition du WePub, jusqu'à 45-50% d'apposition du WePub. Dans les hypothèses hautes, ça peut être surprenant, mais c'est pas si surprenant puisque aujourd'hui il y a une forte problématique pour le pouvoir d'achat et les consommateurs restent attachés à la promotion. De bonnes opportunités. Alors, on va revenir un peu au digital. Désolé, j'ai un peu dévié le cours de la discussion. Jérôme disait très justement, aujourd'hui, il y a un enjeu pour les centrales de faire vivre leur réseau. Ça a aussi un impact sur la manière avec laquelle on fait du Drive to Store. Fabien, pour vous, le local, c'est vraiment un des drivers de la croissance aujourd'hui du Drive to Store, avec une nécessité d'être beaucoup plus granulaire, là où peut-être par le passé on était un peu top-down, indifférencié. Là, il y a vraiment beaucoup plus de granularité dans les stratégies de Drive to Store. En tout cas, au sein des acteurs du GT, c'est une tendance qu'on observe, c'est une demande de la part des annonceurs qui est plutôt grandissante, et c'est plutôt logique en fait. Le Drive to Store, c'est fait pour générer du trafic en magasin, donc le principal concerné, c'est le directeur de magasin, c'est le local, et il a bien souvent besoin d'avoir des campagnes qui soient adaptées, soit en termes de budget, soit en termes d'offres, soit en termes de contenu, à sa zone de chalandise. Donc oui, c'est une tendance... Donc pression marketing en fonction finalement de la concurrence, du benchmark, choix des leviers médias également en fonction de l'appétence des populations locales, etc. C'est une tendance, oui, de choisir, en tout cas, d'adapter les contenus, d'adapter les médias, d'adapter la pression marketing, parfois au niveau d'un point de vente, parfois au niveau d'un cluster, d'une zone géographique, mais pas forcément toujours au niveau du national. Elle a quel impact sur l'activité de votre agence? Parce qu'en fait, historiquement, c'est quand même les agences qui, du coup, dans un modèle un peu centralisé, opéraient ça. Du coup, le fait qu'on donne plus de marge de manœuvre au réseau, est-ce que ça se fait au détriment de votre business, en bonne intelligence, avec vous, qui avez une mission peut-être de former le réseau? Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça affecte votre activité chez Dentsu? Chez Dentsu, moi, je dirige une entité d'une vingtaine de personnes qui s'appelle Dentsu Retail, et cette entité elle est vraiment là pour travailler cette synergie, cette complémentarité avec le national et le local. On parlait des problèmes de stock. Quand on n'a plus rien à vendre, peut-être qu'il faut faire de la communication sur un autre produit. On va prendre l'exemple de l'automobile. Ça, si on fait que du national, ça va arroser sans différence par rapport à où est mon stock. Et aujourd'hui, notre travail est vraiment d'aller dans cette granularité au niveau du point de vente. Il peut y avoir de la sous-performance sur un point de vente ou de la surperformance sur un autre. On est dans une zone plutôt campagne ou plutôt grande ville. Quand la campagne digitale au niveau national, ça va peut-être favoriser davantage les grandes villes. Qu'est-ce qui va se passer à Besançon, dans le magasin de Besançon? Là, on doit venir en complémentarité pour appuyer la problématique locale et répondre à la sollicitation du directeur de magasin. Sur cette problématique, moi j'identifie 2 challenges. Le premier, il est humain. Est-ce que du coup c'est toujours facile de convaincre le franchisé ou le patron de l'entité locale du bienfait de faire de la pub Drive to Store? J'imagine que vous avez quelques réticences. Il y a de la pédagogie. Martin a expliqué que depuis 2-3 ans, le marché de Drive to Store a beaucoup évolué, renaming, faut suivre. Même nous, professionnels, dont c'est le métier, on lit au quotidien l'information, c'est compliqué à suivre. Quelqu'un dont sa formation, c'est de faire du commerce, qui est dans son business, qui est en front de client,
et qui n'a pas fait forcément, je sais pas, une école de commerce, déjà Drive to Store, qu'est-ce que c'est? Alors, par contre, oui, la radio, il connaît, l'affichage, il connaît, le prospectus, il connaît. Donc, il y a ce travail de pédagogie d'expliquer les choses. Alors, je ne parle pas de mots un peu compliqués comme uplift, voilà. Ouais. Mais ce qui m'intéresse, c'est j'ai 50 personnes qui ont traversé le pas de la porte. Bon, j'en ai eu 30 la semaine dernière. J'ai moins de trafic. Donc, je fais moins de business. Ouais. Donc, ma problématique en local. Et c'est pour ça que les forces de vente historiques comme Solocal, comme dans la PQR, vont au contact de Google aussi maintenant. Google aussi, pour dire, voilà les solutions que je t'apporte pour générer du business. Ouais. Donc, quand on a un discours qui est très pédagogique et très business friendly, ils comprennent et ils sont prêts à tester. Et ensuite, la confiance s'installe. Et après, les GAFAM l'ont bien compris, les plateformes et la facilité pour générer les campagnes Drive to Store, c'est un élément clé. Donc aujourd'hui, les plateformes aussi, à disposition des retailers, c'est un élément clé de futures campagnes pour faciliter la mise en place. Et par rapport à ça, donc, le premier écueil, c'est l'humain, l'autre écueil, peut-être, c'est la techno, parce que vous avez donné l'exemple de la nécessité de savoir qu'il n'y a plus tel objet en stock et que du coup, il faut revoir la campagne en conséquence. Est-ce qu'aujourd'hui, les grandes plateformes, elles sont capables de se connecter? Déjà, c'est compliqué à faire parfois sur l'e-commerce, mais alors sur le stock physique, c'est encore plus compliqué. Donc, je ne sais pas comment ça s'opère. Fabien, vous me disiez, voilà, l'écueil, il n'est pas que humain, il y a quand même un gros enjeu de socle techno aussi pour faire du Drive to Store quelque chose de granulaire au niveau local. Oui, bien sûr. L'humain, ça reste la clé, ça reste la base pour mettre à l'échelle les campagnes au local. Mais quand on est sur un réseau de plusieurs milliers de points de vente, avec des centaines de campagnes chaque mois ou chaque semaine, forcément, les équipes ont besoin de s'appuyer aussi sur des technologies et aussi sur de la donnée pour donner de l'intelligence à cette technologie. Donc c'est un mix. Mais, Et il faut que cette donnée, en plus, soit dans des volumes suffisamment conséquents aussi. Jérôme a parlé d'uplift, pour justement soit capable d'isoler des uplifts. C'est aussi un autre écueil. Parce que les données, déjà au niveau national, on n'en a pas forcément toujours autant qu'on voudrait. Alors si on va en plus à la granularité d'une région, voire d'une ville, c'est peut-être plus compliqué. C'est le problème de la mesure. Ça, c'est le problème de la mesure en général. Voilà, l'association, ça me permet, transition habile, bien joué, de rebondir là-dessus et de rebondir, parce que l'association a lancé depuis 2 ans une certification qui s'appelle le Drive to Trust, en collaboration avec des agences et des solutions pour créer justement des socles de référence pour donner plus de transparence et de confiance du coup aux annonceurs. Donc il y a différents labels. Il y a le Right Place qui atteste en fait de la qualité de ciblage. Le Right People qui atteste de la qualité des tailles de base et des clusters d'audience atteignables par solution. Et puis, et là, il y a déjà beaucoup de solutions qui sont certifiées. Combien, grosso modo? Il y en a une vingtaine au total. Okay. Pas sur les deux. C'est le CESP qui C'est le CESP exactement qui a mis en place la méthodologie et qui fait les audits des solutions tous les trimestres pour Right Place et Right People. Et donc là, il y avait un troisième label qui s'appelle Right Performance, qui est là pour mesurer l'impact du Drive to Store, justement uplift ou pas uplift. Donc incrément sur les ventes. C'est incrément sur le trafic en magasin. Ah, c'est sur le trafic, pas sur les ventes. Okay, c'est après difficile. Okay. Qui est-ce qui a l'accès aux caisses, c'est encore un autre écueil technologique, hein, ça voilà. Il y en a certaines sociétés qui peuvent avoir, mais pas toutes, donc c'est pas holistique. Mais essayer d'avoir une espèce de référence, même si le principe de la certification est surtout déjà de rassurer sur la façon dont c'est comptabilisé, c'est propre. Parce que sur le digital, il y a aussi un peu ça peut très vite être le Far West. On est d'accord. Et non, mais t'inquiète, moi, mes mesures sont bonnes. Donc là, il y a au moins un tiers qui certifie la façon dont c'est mesuré. Qui est là pour réassurer. Voilà. Ça, on attendait d'avoir des solutions qui veulent se certifier, parce que le budget est un peu plus important, parce que la méthodologie est aussi plus lourde à mettre en place. On a une solution qui est en cours de certification. Les résultats sont courant juillet. D'accord, donc ça c'est pour les derniers volets, le Right Performance. Exactement. Sur les 2 premiers volets, donc on a déjà un petit peu de recul, une vingtaine de membres certifiés. La question, j'imagine, est-ce que du coup l'investissement en vaut la chandelle? C'est un peu la question qu'on se pose toujours. On voit beaucoup, je fais un parallèle avec le Digital Ad Trust, il y a énormément de régies qui ont eu cette certification, c'était une démarche hyper louable. Malheureusement, derrière, on a vu que les annonceurs n'ont pas forcément joué le jeu ou apporté peu de crédit. La répartition des investissements n'a pas beaucoup bougé. C'est le genre de choses qui évolue pas forcément vite. Digital Ad Trust, qui est un autre sujet qui me tient à cœur personnellement, mais voilà. Mais on voit petit à petit que ça commence à prendre malgré tout. La certification, il y a eu une adoption quand même assez rapide, parce que dès le lancement, grâce aussi au soutien des agences et des annonceurs, ils ont dit voilà,
maintenant, chers amis prestataires, il va falloir qu'on augmente le niveau du jeu et donc passer au moins ces certifications. Chez Dentsu, c'est une condition sine qua non, par exemple, d'être certifié ou c'est un plus? C'est une condition sine qua non, c'est extrêmement important. Depuis 2 ans, on travaille main dans la main avec la MMA. Nos annonceurs nous ont sollicité pour avoir une mise à jour et d'expliquer quelle est la logique, où est-ce qu'on en est. Et souvent, la question est à la fin. Et la mesure est la mesure. On aura probablement cet été la réponse. Alors justement, sur le sujet de la mesure, Martin, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi finalement ce sujet, il est aujourd'hui, ce sujet de la mesure de la performance, il est crucial et peut-être pas complètement encore totalement bien adressé par le secteur? Alors, chacun va avoir sa version, et c'est justement ça le truc. Déjà, il y a différentes mesures, il y a des façons de mesurer très directes. Le prospectus, c'est assez traçable, c'est facile. Il y a des façons aussi de mesurer, mais après, est-ce que c'est une personne qui était adressée déjà avant ou pas? Et au final, c'est toujours ça, cette question de trafic en magasin, c'est ce que disait ce fameux mot que disait Jérôme, l'uplift. Donc la différence entre le trafic qu'il y a de manière naturelle, ce que l'opération va mettre en place. Et donc, au final, chacun a sa façon un peu de chaque techno, parce que a ses propres contraintes technologiques, a ses propres, c'est pas une. Voilà. C'est fait de manière empirique. C'est fait un peu de manière empirique et de dire tiens, là, moi, je vais regarder sur les 7 derniers jours combien il y a de trafic, mais par rapport aux données que j'arrive à capter, est-ce qu'elle arrive à capter toutes les données? Est-ce qu'elle arrive à capter toutes les données GPS de tel. Par ailleurs, la donnée GPS a ses limites, parce que pour un grand centre commercial, why not? Mais pour un petit point de vente dans une rue commerçante, là, c'est déjà plus compliqué. Typiquement, si on veut ramener du trafic en magasin à Besançon, on parlait d'un point de vente, ça c'est aussi un autre challenge pour revenir là-dessus. Quand on est au niveau national, un réseau peut optimiser et dire qu'au global, je vais avoir mes résultats parce que ça marche moins bien sur cette région, mais ça marche mieux sur celle-là. Donc voilà. Et au global, la ligne en bas, elle va être bonne. Quand c'est au niveau local, faut pas. Voilà, c'est ça marche pas, tel acteur. Bon, peut-être je vais devoir faire de l'affichage, ou devoir faire de la radio, ou faire autre chose pour apporter. Voilà, mais c'est plus compliqué. Et nous, on voit sur des logiques nationales. Sur certains types d'acteurs, en concession, par exemple, on y va beaucoup moins qu'au supermarché. Je pense que je ne me trompe pas quand je dis ça. Voilà. Donc, évidemment, il faut aussi être prêt à entendre que le coût de la visite incrémentale n'est pas le même. Et donc, parfois, on peut avoir des annonceurs qui disent, moi, je veux du sont prêts à accepter un mensonge. Alors, ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ne le savent pas vraiment et tout ça. Alors là, c'est peut-être Jérôme qui pourra en parler. Mais ils ont aussi une pression de résultats de leur côté. Je présume. Parce que j'imagine que si on change la méthode pour développer leur c'est pour ça qu'on essaye à l'agence, et encore la semaine dernière, on en parlait en plénière, et on essaye de partager un petit peu avec les experts et le conseil. C'est d'avoir le one shot, c'est bien de faire une campagne, mais cette logique fil rouge, pour nous, elle est importante. C'est-à-dire d'avoir des temps forts et de pouvoir, comme le search, mesurer des acteurs, mesurer de la performance et puis se dire les choses. C'est-à-dire qu'on est tous des professionnels de comparer les résultats, et pour ça, il faut avoir des indicateurs qui sont clés et la même façon de compter une visite, donc qu'on soit clair sur le cahier des charges. À partir de là, ensuite, que le meilleur gagne. Et finalement, c'est très bon pour le business. Mais donc, du coup, c'est quoi l'ambition de votre groupe de travail sur ce volet mesure? Est-ce que c'est d'arriver finalement à une harmonisation des KPI et de dire aujourd'hui on a 2 échelons, on peut regarder la visite, on peut regarder la transaction, ou c'est plutôt juste de faire en sorte que chacun soit transparent, que chacun soit audité sur la validité de sa méthode? Les deux, mon capitaine. Mais on va y aller par étapes. Déjà, on a mis du temps pour avoir une première solution qui est certifiable. Donc, on ne communique pas sur les solutions qui ne sont pas encore certifiées parce qu'on veut avoir une communication positive. Et s'ils ne l'ont pas, ils pourront repasser le truc. Donc, pour l'instant, on ne le dit pas. Mais voilà, c'est pas forcément simple de faire venir des gens à une certification parce que, comme tu disais, ils disent oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est le budget, tout ça? Moi, en tant que solution certifiée, au départ, je me dis est-ce que ça va apporter du business? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais que si je l'ai plus, ça m'en coupera. Donc, voilà, maintenant, on va dire on a un cliquet qui est passé. Je pense sur la performance, ça va être une tendance de fond parce qu'il y a un moment aussi, il y a besoin d'harmoniser les choses. Et si c'est pas le marché que la Mobile Marketing Association représente, ce sera un acteur qui va prendre le lead. Dans le digital, pour pas le citer, Google. Voilà, souvent. Puisque par exemple les visites, c'est souvent Google Analytics qui est le tiers de confiance. Voilà. Donc voilà, avec ses écueils évidemment. Donc c'est ça l'ambition. Après ça se construit et ça se construit tous ensemble. Donc c'est ça la difficulté quand on veut faire une association interprofessionnelle, c'est de faire travailler tout le monde ensemble.
Donc c'est plus long. Ouais, bien sûr. Voilà, on dit tout seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin. Donc voilà, on va essayer de ça, mais voilà, ça se construit ensemble. Et je sais plus lequel de vous trois m'a dit en préparant cet entretien, c'est que finalement ce Google Analytics de l'InStore qu'on a un peu rêvé à un moment, il est peut-être un peu du fantasme, quoi. Ce sera peut-être plus un indicateur de grande tendance plutôt que effectivement ce qu'on a malheureusement sur le web, quoi. Oui, ça c'est sûr. C'est moi. C'était moi. Mais oui, aujourd'hui, on est sur de l'indicateur. C'est-à-dire que la solution parfaite n'existe pas, mais on avance aussi. Voilà, les solutions se sont assainies, la technologie évolue. On parlait même de croiser les indicateurs business. Franchement, moi, je suis hyper positif pour mêler les indicateurs marketing com et les indicateurs business. Je pense qu'on va y arriver. J'y crois. En tout cas, je pense que c'est une bonne direction. Là, c'est des enjeux technologiques. C'est des enjeux technologiques. Savoir remonter les infos, les problèmes de stock, le truc. Après, il y a certaines solutions qui arrivent déjà. Voilà. Mais pour faire quoi, pour croiser pour avoir le ticket de caisse, quoi, en fait. Ah oui, oui. Bah, déjà, les retailers, typiquement, eux, les gros retailers, sur leur offre retail media, ils ont déjà lancé des offres en ce sens-là. Et c'est une des grosses forces, notamment versus Amazon, qui est orienté que web. Les retailers, ils vendent beaucoup l'omnicanal. Exactement. D'ailleurs, j'avais une question sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on voit que le retail média est en croissance assez dingue. Tout le monde en parle aujourd'hui dans le marché. Est-ce que c'est un secteur d'activité que vous regardez d'un peu plus près dans le Drive to Store? Parce que si je ne dis pas de bêtises, historiquement, il n'y a pas vraiment de retailer dans le groupe de travail. Non, effectivement, il n'y a pas de retailer. C'est vraiment des solutions qui sont là, Drive to Store, et qui étaient vraiment basées mobile et voilà, les prospectus. C'est dommage d'ailleurs, ils devraient venir parce que justement, voilà. C'est un appel. C'est un appel. Revenez, rejoignez l'association. Est-ce qu'on ne pourrait pas doubler cet appel aussi aux chaînes de télé? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la TV segmentée est en pleine croissance et de la même manière, aujourd'hui, un des gros use cases. Alors même si on ne peut pas donner l'adresse d'un magasin dans la pub télé, ça reste quand même, avec la géoloc, potentiellement un levier aussi Drive to Store. Ça reste un levier. La radio reste un levier aussi. La radio qui se digitalise aussi. Tout est Drive to Store. En fait, ça dépend à quel niveau, évidemment. La télé, si tu l'intègres là, c'est parce que justement, ça devient un niveau local. Ouais. Et là, ça peut commencer à devenir un peu Drive to Store. Et là, on a les logiques de local dont on parlait tout à l'heure. Après, au niveau national, ça va aussi driver parce que c'est ce qui fait que la télé marche depuis que la télé marche. Ouais. Il y a une campagne télé, les gens sont réactifs face à cette publicité ou pas, mais ça crée du chiffre d'affaires en magasin et les marques le voient et du coup ils réinvestissent et voilà, leur ROI il n'est pas granulaire, mais au global ils voient que c'est rentable. Donc après, si on arrive à descendre à ce niveau-là, j'ai pas trop la vision télésegmentée, peut-être que toi tu en as un peu plus, Jérôme, mais pour moi, c'est encore naissant. Ils sont encore en train de... On a fait partie, pareil, des premières campagnes en test. On voit que le reach, il augmente. Encore l'année dernière, ça fait partie des briefs, en tout cas des réponses. Après, est-ce que l'annonceur franchit le pas ou pas? Généralement aussi, il regarde les coûts en face. Ouais, ça coûte très cher versus l'IPTV. Voilà, donc, mais je pense, là aussi, on va arriver à un point d'équilibre à un moment donné où c'est intéressant. Enfin, il y a un intérêt quand le maillage du territoire, il n'est pas sur 100% de la France, et bah, la TV segmentée, c'est parfait. Ouais. Après, il y a cette... quel est le call to action? Et effectivement, de ne pas pouvoir personnaliser et de dire aller dans mon point de vente à tel endroit, c'est un frein. C'est clair. C'est clair. On approche déjà du terme de cette émission. Donc, une dernière question, un sujet qui est vraiment dans l'actu, c'est la CNIL qui a annoncé qu'elle avait audité un data broker. Elle a acheté un jeu de données. Elle va regarder finalement si ces données sont présentées de manière à ce que ce soit impossible de réidentifier du coup les utilisateurs concernés. Ça vient rappeler que finalement, le Drive to Store qui carbure pas mal quand même aux données de géoloc et aux données captées par le GPS est quand même souvent dans le viseur de la CNIL. On se rappelle tous, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans, je ne sais même plus. Toutes ces entreprises, Timo, Vectory, qui ont été épinglées effectivement par la CNIL. Est-ce que pour vous, c'est un point de vigilance dans ce groupe de travail Drive to Store, ce sujet finalement du respect de la privacy? Alors j'imagine que oui, mais par exemple, voilà, cette annonce de la CNIL, est-ce que c'est quelque chose qui va vous rendre plus actif sur ce sujet-là? Je ne sais pas, Fabien, si vous avez un...
Oui, il faut renforcer la vigilance de tous les acteurs sur le sujet. En l'occurrence, cette annonce, elle est hyper récente, elle a moins de 24 heures. Je pense que l'objectif de la CNIL, c'est aussi de vérifier les bonnes pratiques, éventuellement de sensibiliser le grand public. Donc c'est sûr qu'il y a un enjeu, et un enjeu de continuer à avoir et à collecter le consentement des utilisateurs. Et pour ça, les acteurs doivent bien appliquer les directives de la CNIL. La CNIL est dans son rôle et on est très sensibilisé à ce sujet au sein du groupe de travail. Et vous, il n'y avait jamais eu de velléité de faire un right privacy, justement un volet un peu privacy, ou non, c'est pas Il y avait déjà pas mal de sujets. Oui, bien sûr, c'est clair, je vous rajoute... Mais c'est une évolution possible, c'est une évolution possible. Mais la privacy, évidemment, c'est un enjeu clé de tout le digital marketing en général, enfin de tout au final, en général, mais particulièrement sur le marketing digital. Moi, plus que la CNIL, là où on voit des impacts déjà aujourd'hui, c'est plutôt Apple, qui, là encore une fois, quand c'est tout seul, il décide de changer une règle et ça coupe X%. Demain, Google va le faire, probablement. Voilà. Et du coup, effectivement, que la donnée de géologue soit bien consentie, etc. Ça, je pense que tous les acteurs se sont mis au diapason aujourd'hui. On en a peut-être un peu moins, mais on en a suffisamment pour faire toutes les activations qu'il y a à faire. Par contre, si à la base, Apple, qui représente que 30%, mais quand même, encore 30% du trafic mobile, enfin in-app. Mais plus du business, parce que c'est quand même des users. Et sur le business en général, c'est effectivement des users qui ont un bon pouvoir d'achat. Si Google s'y met, voilà, c'est là où il va falloir trouver d'autres solutions, et que voilà, les techniques de base de retargeting, de cluster d'audience en fonction du trafic physique va un peu changer. Ça veut dire que ce sera dans l'immédiat qu'il faut réussir à générer du trafic. Bon, les performances vont aussi changer. Voilà, faut commencer à évangéliser, Jérôme. Les annonceurs. Prévenir. Ça a pu être pareil. Comme on le constate sur le web et sur le trafic sur site, avec les consentements, ça a chuté, et que voilà, des taux de consentement maintenant c'est 20-30%. C'est déjà des beaux taux de consentement, alors qu'avant il y avait 80%, 90%. Donc à voir, c'est un enjeu clé. Aujourd'hui, on n'en était pas arrivé là, clairement, sur le groupe de travail de Drive to Store. Mais voilà, en tout cas, avec la MMA et l'IAB, ils sont assez vigilants là-dessus, puisqu'il y a eu des plaintes qui ont été portées justement auprès de... Concernant la décision d'Apple. Concernant la décision d'Apple, justement pour abus de position dominante, qui ont été remportées. Donc c'est aussi ça, le rôle des associations et de ce côté interprofessionnel de dire, voilà... Concertons-nous avant de casser quelque chose qui pouvait fonctionner correctement et qui crée des emplois, apporte du business aux retailers. Exactement. Compris. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup Fabien et Jérôme. C'est déjà le terme de cette émission. Merci aux internautes qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission du coup de Mobile Culture. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée.